Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Ma réponse est oui. C'est ainsi que Nicolas Sarkozy déclare officiellement sa candidature à la présidentielle dans une interview publiée demain par 61 quotidiens régionaux et départementaux. C'est le choix d'une vie, déclare le président de l'UMP. Pendant ce temps, Jacques Chirac a fêté son anniversaire à Riga, au sommet de l'OTAN, avec un gâteau orné de roses rouges. À 74 ans, il entretient toujours le doute sur une éventuelle candidature à un troisième mandat. On s'y attendait, les chiffres sont décevants pour le chômage au mois d'octobre. Il ne baisse plus, le nombre de demandeurs d'emploi est stable. C'est le reflet de la panne de la croissance au troisième trimestre. Première messe en terre d'islam pour Benoît XVI au deuxième jour de sa visite en Turquie. Elle a eu lieu en plein air à Éphèse. Le pape a affiché de nouveaux signes de conciliation avec l'islam. Après la lecture, la grammaire, Gilles de Robien veut revenir à un apprentissage plus simple et plus systématique de la discipline. C'est ce que préconise un rapport rendu aujourd'hui au ministre de l'Éducation. Enfin, jamais le soleil n'avait été observé avec autant de précision. Ces images de la surface de l'astre envoyées par un satellite japonais vont permettre d'en savoir davantage sur les champs magnétiques autour de l'étoile. Ça n'était bien sûr un secret pour personne, mais une déclaration solennelle de candidature est toujours un moment important. Nicolas Sarkozy a décidé d'annoncer la sienne à la presse quotidienne régionale dans le cadre d'une interview qui paraîtra donc demain. Il ne se prononce pas encore sur la date de son départ du gouvernement. Arnaud Boutet, Dominique Mas. Nicolas Sarkozy a choisi la presse quotidienne régionale. 61 titres de province dans lesquels la question lui est posée avec les mots suivants. Êtes-vous candidat à l'élection présidentielle? Ma réponse est oui. Avant ses concurrents, le journal Libération publie ce soir sur son site internet l'interview du candidat à la présidentielle. Nicolas Sarkozy dit avoir l'ambition de créer une nouvelle relation avec les Français qui repose sur deux mots, confiance et respect. Il y a quelques jours déjà, à l'occasion d'un déplacement, Nicolas Sarkozy avait tenu le même discours en prononçant les mêmes mots. Je veux créer une nouvelle relation avec les Français. Je veux rencontrer les Français. Je veux partager avec eux. Je veux les écouter. Je veux leur dire qu'il n'y a pas de fatalité. Je veux leur dire que tout est possible. Autre question, le mot rupture fait-il encore partie de votre vocabulaire ? Oui, car je veux rompre avec une façon de faire de la politique. Rompre, ce n'est pas la crise. En 1995, Jacques Chirac avait annoncé sa candidature dans un seul journal régional, La Voix du Nord. Cette année, Nicolas Sarkozy, lui, choisit toute la presse quotidienne régionale pour expliquer pourquoi il est candidat. C'est le choix d'une vie, affirme donc Nicolas Sarkozy dans cet entretien. On ne saurait mieux dire, cela fait longtemps que le président de l'UMP affirme son ambition, c'est même le fil rouge de sa carrière. Michael Darmon. Ce qui m'a séduit dans le rassemblement et dans l'appel lancé par Jacques Chirac, c'est les buts qu'il s'est fixés. Il nous a dit qu'il voulait construire une société plus juste, une société plus moderne, une société plus forte. Eh bien ça, c'est un langage que nous comprenons. Fils d'un réfugié hongrois et d'une avocate très tôt divorcée, Nicolas Sarkozy a grandi à Neuilly. Il voulait être journaliste, il sera avocat. Et la politique va changer sa vie. Maire de Neuilly à 28 ans, il commence son chemin avec Jacques Chirac, côte à côte, avant d'être face à face. C'est l'homme pressé de la nouvelle génération. De Chirac à Balladur, puis de retour dans le camp chiracien, il mène tous les combats. En 2002, Jacques Chirac est réélu et un an et demi plus tard, ministre de l'Intérieur, il le défie à nouveau avec cette déclaration. Il y a une dernière question, on vient de parler de 2007. Mais quand vous vous rasez le matin, là, vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle? pas simplement quand je me rase. Cette petite phrase raidit le camp chiracien. Alors qu'Alain Juppé, condamné dans le dossier des emplois fictifs de la ville de Paris, doit abandonner ses ambitions pour 2007, Nicolas Sarkozy décide de s'emparer de la machine électorale de l'UMP. Jacques Chirac le somme de choisir entre le parti ou le gouvernement. Je ne vois pas pourquoi on fait d'une polémique qui me paraît beaucoup plus inspirée par des raisons de politique avec un petit p que par des raisons de défense de l'intérêt général. Je ne laisserai pas les ambitions ou les calculs des uns ou des autres, ici ou là, venir perturber l'action des 3 années à venir. Le 28 novembre 2004, Nicolas Sarkozy devient président de l'UMP et prépare sa campagne pour 2007. En général, je suis quand même Chirac. Tiens, je suis là-bas. Il est en première page, lui. Le parti est réorganisé vers un seul objectif, la candidature de Nicolas Sarkozy à l'Élysée.
En visite dans le Nord, il prépare le référendum européen et la suite. À La Rochelle ou à Belfort, de choix. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Moi aussi, je suis assistant-chef. Hein, voilà. Puis la prochaine étape, vous êtes chef, quoi. Voilà. Hein, moi aussi. Lui qui veut changer la relation aux politiques vend un style direct et sans protocole. Merci. Hassan, je suis avec ta sœur. Oui, c'est Sarkozy. Un homme politique moderne, c'est quelqu'un qui va au contact, qui s'explique. Et la télévision, la radio, les journaux sont là pour cela. Et justement, il faut se battre pour gagner cette bataille de la communication qui est la plus difficile à gagner. Son goût pour la communication lui revient en boomerang. Depuis 2002, il affiche un duo politique avec son épouse Cécilia. Alors quand le couple se brouille au printemps 2005, Nicolas Sarkozy accuse le coup. Ils vont regarder ce qui se passe, ils ont un orchestre. Le spectacle commence. Le spectacle commence. Pour rebondir, pris entre l'affaire Clearstream et ses ennuis personnels, il revient au ministère de l'Intérieur et durcit le ton. S'il y a quelque chose à dire, tu viens le dire. Viens le dire, s'il y a quelque chose à dire. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Et alors, excusez-moi, mais nettoyer, on n'est pas des animaux. Mais qu'est-ce qui dit ça? C'est pas un délinquant, on nettoie les trafics. On nettoie pas des... À Argenteuil, il reprend au vol le mot d'une habitante qui va lui coller à la peau. Hein? Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Les émeutes dans les banlieues, les manifestations anti-CPE, toute la vie du gouvernement est vrillée par la lutte entre chiraciens et sarkozystes. Il sait que les chiraciens n'acceptent pas qu'il soit le seul candidat à droite pour 2007, alors il fait le serment en 2006. J'en fais le serment devant vous. Rien. Vraiment rien. Personne. Vraiment personne ne m'empêchera d'aller jusqu'au bout de la mission que vous m'avez fixée. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a décidé d'affronter son destin. À bientôt, merci. Bonsoir Gilles Leclerc, cette candidature est tout sauf une surprise, mais visiblement Nicolas Sarkozy a décidé d'accélérer le calendrier. Pourquoi? Évidemment, ça n'est pas une surprise, mais ça marque évidemment un temps fort quand même de notre vie politique. Et en changeant en quelque sorte ce soir de statut, Nicolas Sarkozy vise en fait deux objectifs. Le premier, c'est d'abord ne pas être prisonnier seulement d'un camp, mais à dépasser les frontières de l'UMP en s'adressant cette fois directement à l'ensemble des Français. C'est le sens du choix de la presse quotidienne régionale. On l'a vu, créer une nouvelle relation avec l'opinion publique française. La seconde raison, c'est ce qu'on pourrait appeler tout simplement l'effet Ségolène Royal. Avec son score très impressionnant devant ses concurrents socialistes, il est évident que Ségolène Royal a marqué des points et son score dépasse de loin, je dirais, les frontières traditionnelles du PS. Nicolas Sarkozy l'a tout à fait bien compris, sachant qu'à ce moment-là, il traversait également une passe pas très facile pour lui, dissension dans son camp, dans la majorité. On a bien vu, on avait entendu les sifflets concernant Michel Alliot-Marie lors d'une récente convention, rivalité dans l'entourage, bref, une passe un petit peu difficile. Il lui a importé à tout prix de réagir, c'est ce qu'il fait ce soir pour en quelque sorte marquer une deuxième étape. Pour le reste, eh bien, le candidat à la candidature donne des pistes dans cette interview. Je suis fidèle, dit-il, aux valeurs de la droite et du centre, mais je ne suis pas conservateur. Enfin, il ajoute, je veux faire de la France le pays où tout peut devenir possible. Autant évidemment de réflexions que Nicolas Sarkozy pourra répéter et encore mieux expliquer demain chez nous sur France 2 à 20h50 dans l'émission À vous de juger. Ce rendez-vous évidemment est capital pour lui, il ne peut pas le rater, sur le fond bien entendu, mais aussi sur sa capacité à rassembler, à convaincre l'ensemble de son camp. Ce n'est pas tout à fait encore le cas aujourd'hui, pour espérer ensuite gagner évidemment l'élection présidentielle, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, c'est le rendez-vous, 20h50 demain, À vous de juger avec Arlette Chabot, invité, donc Nicolas Sarkozy. Une première réaction ce soir, celle de Dominique de Villepin. Il était sur Europe 1 lorsqu'il a appris cette déclaration de candidature. Écoutez le Premier ministre. C'est un acte personnel lourd. Une fois de plus, l'élection présidentielle, pour moi, c'est la rencontre entre un homme et un peuple. Là, il y a une procédure spécifique qui a été prévue dans le cadre de l'UMP. Si, c'est une décision importante. Deux autres réactions. Gilles Savary, l'un des porte-parole de Ségolène Royal, qualifie cette annonce de spectaculaire non-événement. Selon lui, le président de l'UMP se contente de brasser du vent. Et puis Jean-Marie Le Pen parle lui d'un coup médiatique, car Nicolas Sarkozy est en campagne déjà depuis plusieurs mois. Fin de citation.
Pendant ce temps, je vous le disais, Jacques Chirac a fêté son anniversaire à Riga, en Lettonie, où il assiste au sommet de l'OTAN. Il a eu droit à un joli gâteau. Le président de la République a 74 ans aujourd'hui, mais tout indique depuis quelques semaines qu'il entend maintenir jusqu'au bout le doute sur ses intentions pour 2007. Véronique Saint-Olive, Jean-Jacques Le Garec. L'annonce de Nicolas Sarkozy ne lui a pas coupé l'appétit pour son gâteau d'anniversaire. À 74 ans aujourd'hui, le président de la République entretient toujours le suspense. Quand direz-vous si vous aussi, vous êtes candidat à l'élection présidentielle? Vous le saurez normalement dans le courant du premier trimestre, lorsque j'aurai pris ma décision et que je déciderai de l'annoncer. Depuis, Jacques Chirac développe une hyperactivité. Les tapis rouges et les voyages s'enchaînent pour des rencontres avec les puissants de ce monde. Avec le président américain, Jacques Chirac plaide à l'ONU pour une conférence internationale sur le Proche-Orient. Quelques jours plus tard, en Roumanie, il défend son idée d'une mondialisation de la solidarité. Puis, pour la première fois, un chef d'État français se rend en Arménie. Pour la première fois aussi, Jacques Chirac conditionne l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne à la reconnaissance du génocide arménien. Le président de la République est en grande forme et il tient à ce que la France occupe la place qui lui revient jusqu'au terme de son mandat. Et c'est la Chine. Emploi du temps bousculé, le président retrouve Bernadette Chirac à l'aéroport. Au cœur de ce qui sera bientôt la première puissance mondiale, Jacques Chirac se fait VRP. Plus que jamais, le président occupe la scène internationale et continue de soigner ses relations personnelles en Espagne, en Italie. Et de son côté, Bernadette Chirac relance mine de rien l'hypothèse d'un troisième mandat. La position qui est la mienne actuellement me conduit, et je l'ai toujours dit, à ne porter aucun jugement sur les éventuels candidats aux prochaines élections présidentielles. Et justement, en France, Jacques Chirac ne lâche rien à Nicolas Sarkozy ni à Dominique de Villepin. Il est présent sur tous les fronts. Zone franche à Amiens, agriculture à Clermont-Ferrand, défense des institutions à Colombey. Son problème, c'est d'être président de la République jusqu'au terme de son mandat. Et il laisse les uns et les autres dans leur action politicienne ou politique. Ça ne le concerne pas. Pour ses amis, l'hypothèse d'une troisième candidature reste hautement improbable. Mais Jacques Chirac donnera sa décision le plus tard possible, façon de marquer son autorité jusqu'au bout. Et puis en politique, il ne faut jamais jurer de rien. La décrue du chômage a marqué le pas en France au mois d'octobre. On compte même 400 demandeurs d'emploi en plus. Cela n'étonnera pas les économistes car la croissance a connu un coup d'arrêt pendant l'été et plus particulièrement l'activité industrielle. Séverine Lebrun, Tristan Lebras. C'est un coup de frein dans la baisse du chômage. On compte même, au mois d'octobre, 400 chômeurs de plus. Il y a désormais en France 2 129 700 demandeurs d'emploi. Le taux reste inchangé à 8,8%. Au ministère de l'Emploi, pas d'inquiétude. Ici, on parle d'aléas de la conjoncture. Il y a 8 mois, je vous rappelle qu'on a eu un mois à plus de 25 000. Mois par mois, vous ne pouvez absolument pas exclure qu'on ait un mauvais mois, si ce n'est pas le mois prochain, dans 4 mois, dans 5 mois. Ce n'est pas une espèce de notation mensuelle. Il s'agit de voir quelles sont les grandes structures. Le gouvernement continue à mettre en avant des secteurs porteurs, comme les services à la personne ou la construction. Mais la mauvaise surprise, c'est quand même la croissance, nulle au 3e trimestre. Résultat, pour la 2e fois cette année, le chômage stagne. Nous expliquons depuis des mois que le gouvernement s'efforce de repeindre sous des couleurs riantes une réalité du chômage qui reste bien difficile. De temps en temps, la peinture s'écaille. C'est ce qui apparaît aujourd'hui, la réalité ressurgit. C'est le secteur industriel qui est le plus en souffrance. 78 000 postes en moins sur un an. En première ligne, les équipementiers automobiles sinistrés. Ce matin, le Premier ministre a annoncé un plan de sauvetage du secteur. 250 millions d'euros investis dans l'innovation recherche, 150 millions pour la formation et la reconversion des personnels. Ils bénéficieront aux 20 000 salariés touchés par les fermetures d'usines et les délocalisations.
Lors de cette conférence de presse, Dominique de Villepin a également annoncé la reconduction de la prime de Noël pour les bénéficiaires des minima sociaux, notamment le RMI, 152 € pour une personne seule, 320 pour un couple avec 2 enfants. La suite du voyage de Benoît XVI en Turquie, le pape a célébré une première messe intimiste à Éphèse. Il s'est ensuite rendu à Istanbul où il a retrouvé le patriarche des orthodoxes. Sur place, Gérard Grisbeck, Karine Guillaume. Rarement un pape n'aura célébré une messe devant si peu de monde. Preuve que les catholiques en Turquie ne représentent même pas 1% de la population. Ce matin, ils étaient 200 à peine dans ce jardin près d'Éphèse, ville où Saint Paul a donné forme au christianisme. Dans son homélie, Benoît XVI a rendu hommage au prêtre assassiné par un islamiste il y a quelques mois. Tout près de là, le site archéologique d'Éphèse, un des plus beaux du monde. Il y a 2000 ans, la ville rivalisait avec Rome. La visite du pape n'a guère perturbé les touristes, ni les habitants du village. D'autant qu'ici, le discours de Benoît XVI liant l'islam à la violence est unanimement condamné. C'était des propos politiques, je pense que c'est une erreur. S'il est venu pour faire le bien, d'accord, sinon c'était vraiment pas la peine. Ce soir, Benoît XVI a quitté Éphèse pour Istanbul. Le pape a tout de suite été reçu par le chef de l'église orthodoxe. Les deux hommes devraient publier demain une déclaration commune marquant un rapprochement entre les deux religions. Le pape va rester 2 jours à Istanbul avec un moment fort pour les musulmans lorsqu'il ira demain après-midi se recueillir à la mosquée bleue. Le nombre de Français qui choisissent d'aller s'installer en Israël se maintient à un niveau très élevé. Ils étaient plus de 3000 l'an passé encore, des jeunes pour la plupart. Un choix de conviction, religieux parfois, mais pas toujours. La montée de l'antisémitisme est aussi évoquée à l'occasion. Mais le voyage est parfois semé d'embûches. Dossier signé Frédéric Crotta, Mossy Harmon, Marie Cazot. Stéphanie et Michael profitent de leurs tout derniers instants en France. Ces jeunes mariés sont fin prêts pour se lancer dans une nouvelle vie. Tout comme l'ont fait récemment en plein conflit israélo-libanais des centaines de juifs français partis faire leur alia. Traduisez la montée vers Israël, un retour aux sources. Je trouve qu'ils sont plutôt calmes en fait. Je suis juif mais non pratiquant. Israël ça a toujours été un vieux rêve. On se dit un petit peu le corps est ici, le cœur est là-bas. Il faut rejoindre les deux, il faut être un. Interne en pédiatrie, Michael terminera sa formation là-bas. Quant à Stéphanie, elle devra repartir à zéro. J'ai démissionné d'une société où je travaillais depuis 11 ans. Ils ont essayé de trouver toutes les possibilités pour me garder, mais moi la décision était prise et je partais, je ne revenais pas. À peine débarqué de France, le jeune couple découvre Ra'anana, cette petite ville située à quelques kilomètres de Tel Aviv. Détenteurs d'une carte d'identité israélienne, ils n'ont aucune crainte pour leur avenir. Je pense qu'il faut vivre cet alia au jour le jour. On n'a pas d'ambition professionnelle, financière bien sûr, on espère que tout fonctionne pour nous ici, mais on vit les choses on vivra les choses au jour le jour. Donc peur de l'échec, non. C'est ici, dans ce centre qui regroupe les nouveaux arrivants, que vivent Michael et Stéphanie. Chaque matin, cours d'hébreu obligatoire, indispensable pour pouvoir s'intégrer. J'ai beaucoup de mal à communiquer avec les gens. Je vais y arriver. Ça va prendre 1 ou 2 mois. Créée par les Anglais, Ra'anana a les charmes d'une petite ville de province et attire de plus en plus de francophones. Quand elle est arrivée, il y a 8 ans, avec enfant et mari, Annie ne parlait pas un mot d'hébreu. Aujourd'hui, elle exerce le métier de psychologue. En contact avec de nombreux Français qui font leur alia, elle constate qu'ils ne sont pas tous conscients des difficultés et beaucoup repartent. Il faut que les gens sachent qu'ils viennent chercher ici, qu'ils n'aient pas des ambitions trop importantes par rapport à ce qu'ils veulent, qu'il ne faut pas qu'ils aient des illusions non plus. Ici, c'est un pays qui est en guerre, c'est un pays dur, c'est un pays où on n'attend pas qu'eux, et chacun fait sa place au soleil avec difficulté. Et je dirais que c'est un peu le Far West oriental ici. Quand j'ai commencé, j'ai vraiment compris ce qu'était qu'être un travailleur immigré à l'étranger. Yves, le mari, était chef d'entreprise en France. À son arrivée, il est resté 18 mois sans travailler. Aujourd'hui, il a réussi à remonter une société florissante. Savoir qu'on va redémarrer pratiquement au bas de l'échelle parce que le problème de la langue y fait et qu'on n'est pas connu et qu'on ne sait pas qui on est, ce qu'on peut faire, etc. C'est pas évident. L'Israélien, quand on arrive, c'est pas parce qu'on a fait Centralia qui nous déroule un tapis rouge. Hein. Par peur de voir leur niveau de vie baisser, de plus en plus de candidats à l'ALIA sont amenés à vivre à cheval entre la France et Israël. Jean-Luc exerce la médecine 10 jours à Paris et rejoint ensuite sa femme et ses enfants installés à Ra'anana. Organisation de vie très rigoureuse,
Beaucoup de temps passé dans les avions, on appelle cela l'alia Airbus. Je fais à peu près 12 heures de travail par jour. Et puis voilà, quand je reviens, je suis un peu en vacances. Nous vivons sur deux rythmes. Son métier est là-bas, mais sa vie, sa famille, ses idées, son mode de pensée est ici. Quant à Michael et Stéphanie, ils n'ont nullement l'intention de revenir en France, si ce n'est selon leur propre aveu, en touriste. Éducation, faut-il revenir aux méthodes classiques d'enseignement de la grammaire? C'est le sentiment du ministre de l'Éducation Gilles de Robien qui s'était déjà, on s'en souvient, engagé sur les méthodes de lecture. Un rapport vient de lui être remis en ce sens, rapport qui préconise moins de jargon et un apprentissage plus simple et plus systématique de la grammaire. Les enseignants sont dubitatifs. Nicolas Lemarinier, Frédéric Faure. La grammaire aujourd'hui, ça s'appelle de l'observation raisonnée de la langue et ça se fait avec des ciseaux et de la colle. On doit faire des groupes de phrases, des phrases sur le petit chapeau rouge et on doit les trier. Le but, comprendre la construction de la phrase. Trop compliqué la grammaire? Certains profs avouent prendre des distances avec les programmes officiels, d'autres dénoncent carrément un vocabulaire incompréhensible. Vous avez un texte, là par exemple, je prends cet exemple dans ce manuel, un texte assez simple et des questions parmi les phrases entrecrochées, lesquelles sont reliées par une progression thématique à thème constant, lesquelles le sont par une progression à thème linéaire. Le linguiste Alain Bentolila propose de faire le ménage dans les livres de grammaire. Moins de termes compliqués, des exemples plus simples que des extraits littéraires. Je crois qu'il faut maintenir séparé ce qui est de l'ordre de la lecture d'un texte et ce qui est de l'ordre de la leçon de grammaire. Après la remise du rapport ce matin au ministre de l'Éducation, les syndicats d'enseignants sont partagés. Certains parlent de régression. L'écrivain Éric Orsena, co-auteur du rapport, s'en défend. Ce n'est pas, comme on dit, la grammaire de papa ou de maman, c'est une grammaire de découverte. Simplement, on prend la grammaire en tant que telle, on l'appelle grammaire et on donne des leçons de grammaire. Coïncidence du calendrier, ce matin dans ce petit village, les habitants manifestaient contre la destruction de l'école d'Édouard Bled. En 1947, cet instituteur rédigeait le fameux ouvrage de grammaire portant son nom. 60 ans plus tard, il reviendrait presque au goût du jour. En bref, on avait parlé ici même de cet avion détourné entre Paris et Abidjan suite à une alerte à la bombe, une fausse alerte. C'était la semaine dernière. Eh bien, l'auteur présumé de l'appel a été interpellé. Apparemment, il s'agit d'une vengeance stupide. On sait que l'homme a 33 ans, qu'il s'agit d'un homme d'affaires furieux d'avoir raté l'avion. Ce sont les termes des policiers qui l'ont entendu. Aucun autre détail n'a été fourni. La suite des incidents au Paris Saint-Germain. Pour la première fois, une tribune est fermée au public dans un stade jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit de la partie du COP Boulogne réservée aux supporters ultra. Même les abonnés n'auront pas le droit de s'y rendre. Franck Genozo, Arnaud Wust. C'est une tribune à la réputation sulfureuse. Boulogne, 6000 supporters, dont une partie est désormais indésirable. La partie basse du virage, ici en rouge, accueille habituellement les supporters dits indépendants, réputés ultra-violents et proches de l'extrême droite. À partir de dimanche, ces fauteuils rouges resteront vides. Ce pourrait être le cas jusqu'à la fin de la saison. Il y a là un message très fort qui est envoyé en direction des supporters, en direction des associations de supporters. Il est clair d'ailleurs que si des débordements avaient lieu dans d'autres tribunes, elles seraient également fermées. Une décision contestée par les supporters de la tribune Boulogne, y compris par ceux qui ne sont pas concernés par l'interdiction. Ils font que déplacer le problème, donc les 1500 supporters, il faudra bien les mettre quelque part. Donc soit dans la rue, c'est vraiment jeter de l'huile sur le feu. Je sais que beaucoup se sont déjà organisés pour aller dans les tribunes latérales. Pour éviter des débordements, le match PSG-Toulouse se déroulera de jour. Il est avancé à 15 h. Les interdictions de stade avec obligation de pointer au commissariat seront également plus nombreuses. Des interdictions qui se décident ici. Les policiers appellent cela la bulle. Vue imprenable sur le Parc des Princes, mur d'écran destiné à repérer les indésirables. Ce supporter est pris en flagrant délit de salut nazi. Il sera interdit de stade. Pour protester, certaines associations de supporters ont prévu une marche dimanche. La préfecture n'a pas encore donné son autorisation. La rencontre sera classée à haut risque. 1200 policiers seront mobilisés, 500 de plus que lors du match contre Tel Aviv.
Une saisie record qui donne la nausée. 30 tonnes de viande avariée ont été découvertes dans un entrepôt frigorifique à Bezons, dans le Val d'Oise. De la viande revendue telle qu'elle ou sous forme de plats cuisinés ou encore reconstituée en merguez. Elle était destinée notamment à des marchés situés dans les Hauts-de-Seine. Les 2 gérants de la société ont été interpellés sur place et déférés devant la justice. À l'étranger, on l'évoquait tout à l'heure, les dirigeants de l'OTAN réunis à Riga en Lettonie ont réaffirmé leur engagement en Afghanistan. 32 000 soldats de 37 pays sont sur place, mais la situation se dégrade. À Riga, Thierry Tuillier, Francis Forget. Sous le toit de l'Opéra de Riga, c'est bien un sommet de chefs d'État qui commence. À ce moment-là, il manque encore celui qui va assister à la dernière réunion de l'OTAN de son mandat. Jacques Chirac, qui va rejoindre ses homologues au dîner, fait l'objet de toutes les sollicitudes et pas seulement pour son anniversaire. Englués dans le bourbier afghan, Américains et Britanniques espèrent un renfort de soldats français. La France fait un geste. J'ai indiqué qu'il y aurait renforcement de notre participation à la formation de l'armée afghane et enfin la possibilité au cas par cas, d'engager les unités françaises à l'extérieur de la zone de Kaboul. Concrètement, les 1100 hommes stationnés à Kaboul pourront, si la France le décide, participer au combat dans le sud et dans l'est du pays. Tony Blair s'en félicite. George Bush, lui, n'a pas fait de commentaire, mais le sommet s'est, semble-t-il, passé dans un bon climat. Même le dîner annulé Chirac-Poutine est rangé au rayon des péripéties. Le président Poutine m'a fait savoir qu'il me téléphonerait tout de suite après le déjeuner pour me fêter mon anniversaire. C'est un bien curieux sommet auquel a participé Jacques Chirac. Comme lui, Tony Blair est en fin de mandat, George Bush est affaibli. Tout cela tombe mal à un moment où les crises au Proche et au Moyen-Orient demanderaient de grandes initiatives. Et en marge de cette réunion, à noter que la Commission européenne recommande de ralentir les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union. Motif, les Turcs refusent d'ouvrir leurs ports aux navires chypriotes grecs. Le Premier ministre Recep Erdogan, qui rencontrait Jacques Chirac aujourd'hui, qualifie cette déclaration d'inacceptable. La parité homme-femme version norvégienne. On en parlait hier car un nouveau texte sera discuté prochainement en France. Eh bien là-bas, on est passé à un tout autre stade, celui de l'entreprise. La loi oblige les conseils d'administration à accueillir 40% de femmes. La sanction est très lourde en cas de manquement. Envoyés spéciaux, Karine Comazzi, Didier Dahan. Dinderen, l'un des quartiers bourgeois d'Oslo. C'est l'heure de départ à l'école pour Mathias et Diedrich. Ce matin, leur mère n'a pas de temps à perdre. 8 heures, c'est le début d'une journée bien fournie. À 43 ans, Lisa Seit est mère de famille, cadre dirigeant d'une grande entreprise d'armement et depuis peu, membre d'un conseil d'administration. Simrad, le géant de l'électronique, est aussi le très bon élève de la parité en Norvège. Depuis le 1er janvier, la loi exige 40% de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Il est 9h30, le conseil d'administration commence avec autour de la table un bel exemple de parité. C'est tout sauf le bon vieux club traditionnel d'hommes. D'habitude, il y a plein d'hommes en costume bleu ou en costume gris, avec la cravate bleue ou la cravate rouge. Mais dans ce conseil d'administration, on est en fait 4 femmes et 2 hommes. Pour le directeur de Simrad, si les femmes sont nombreuses à tous les échelons de l'entreprise, c'est avant tout pour leur savoir-faire. Les femmes qui siègent dans notre conseil d'administration ont apporté des compétences en matière de technologie que nous n'avions pas et qui nous permettent de rester compétitifs. Mais l'exemple de Simrad est encore minoritaire. Le gouvernement veut au moins 40% de femmes dans les conseils d'administration. Elles ne sont que 20% aujourd'hui. Des milliers de CV de femmes managers. C'est ce que la ministre de la Famille tient fièrement à la disposition des détracteurs de la parité. Femme ministre, comme presque tous ses prédécesseurs, elle souligne que c'est son 2e mandat. Cette loi, c'est un peu son bébé, et elle donne encore 1 an aux entreprises pour l'appliquer sous peine d'être dissoute. L'objectif est réaliste. Dans les entreprises publiques, nous avons déjà atteint en peu de temps les 43% de femmes dans les conseils d'administration. Le temps est plus que venu de mettre cela en place dans le privé. Exemple de ces bastions qui résistent encore à la parité, le football. Au Vålerenga, le très puissant club norvégien, les actionnaires sont tous des hommes et ne croient que très moyennement en la parité.
Les actionnaires du club sont tous des hommes. Ils sont représentés par des hommes et maintenant ils vont devoir choisir des femmes pour les représenter. Si le club de foot ne veut pas être dissous, il devra lui aussi se plier à la loi. La Norvège, réputée pour son esprit de conciliation, a laissé aux entreprises jusqu'à fin 2007 pour se mettre aux normes de la parité. Une vente sur Internet qui menace de tourner au scandale entre la France et l'Égypte. Un homme propose ce qu'il affirme être des cheveux de Ramsès II, l'un des plus célèbres pharaons. Il propose aussi des bandelettes. L'affaire provoque une vive émotion au Caire. L'homme a été interpellé hier soir et interrogé pendant plusieurs heures. Yann Jiquel, Éric Jacquin. Crime de lèse-majesté. Les égyptologues sont en émoi depuis que cette petite annonce a été découverte sur Internet. À vendre pour 2000 €, mèches de cheveux ayant appartenu à Ramsès II. Le vendeur, M. Delbot, fils d'un chercheur grenoblois, est dépassé par l'ampleur que prend l'affaire. Pourquoi cette vente sur eBay? Un peu par jeu, même si ma femme m'avait dit, mais à ton avis, il n'y aurait pas un problème avec les douanes, parce que c'est quand même, ça appartient au patrimoine égyptien. En 1976, la momie est reçue avec les honneurs dus à un chef d'État. Placée sous haute protection, elle est confiée aux scientifiques français. Le cadavre de Ramsès II, embaumé il y a près de 3200 ans, était alors rongé par un mal étrange dû à des champignons. Le père du vendeur, qui a travaillé sur les cheveux de la momie, a sans doute gardé à ce moment-là les échantillons qui lui avaient été confiés. 30 ans après, c'est ce que dit son fils, mais les égyptologues ne veulent pas y croire. Comment voulez-vous qu'on dépiote une momie officiellement, alors qu'elle est venue officiellement gardée par les conservateurs des musées du Caire, surveillée par la police française? Enfin, c'est ridicule. Pour la police judiciaire de Grenoble, il n'y a aucun doute sur l'origine des cheveux. Le procureur de la République espère que tout rentrera dans l'ordre avec la restitution à l'Égypte de l'ensemble des échantillons subtilisés. Les premières images haute définition du Soleil, elles ont été prises par un satellite japonais, retravaillées et dévoilées aujourd'hui. On distingue clairement les fameuses éruptions. Ces documents devraient permettre d'en savoir plus sur les champs magnétiques de l'astre. Nicolas Châteauneuf. C'est un spectacle qu'aucun humain ne pourra jamais contempler de ses propres yeux, à moins de les brûler avec tout le reste. Voici la surface de notre Soleil vue par le satellite japonais Hinode. Des images d'une précision inégalée, où l'on distingue les fameuses taches solaires, ou le bouillonnement infernal de la matière porté à 6000 degrés. De quoi enthousiasmer les scientifiques. Nous allons pouvoir étudier de près les champs magnétiques, ce qui permettra peut-être de percer le mystère des éruptions et des variations de température de notre Soleil. Un gigantesque four nucléaire. Chaque seconde, notre étoile produit une énergie équivalente à 26 000 milliards de fois la consommation terrestre. Mais le mécanisme conserve quelques secrets, comme celui des taches solaires, des zones un peu plus froides qui donnent naissance à de gigantesques éruptions de gaz courbées par le champ magnétique qui règne près de la surface. Lors de ces brusques accès de colère, notre étoile éjecte des particules qui viennent frapper la Terre et donnent naissance aux fameuses aurores boréales. Elles peuvent aussi perturber le fonctionnement de nos appareils électroniques. En étudiant le Soleil, l'humanité en apprend donc un peu sur elle-même. Mais tout cela aura une fin. Un jour, le Soleil grossira pour engloutir la Terre et son voisinage. Il y a encore un peu de temps pour se préparer, environ 5 milliards d'années. Trop de soleil en tout cas cet automne, c'est confirmé. Il n'y aura pas d'épreuve de Coupe du Monde de ski à Val d'Isère. Elles ont été annulées. La neige fait défaut comme dans beaucoup d'autres stations. Pas de demi-finale pour les Français au championnat du monde de volley-ball. C'est le Brésil qui s'est qualifié. Il rejoint la Bulgarie, la Pologne et la Serbie. Mince consolation pour la France. Elle termine 3e de sa poule après sa victoire tout à l'heure face à l'Italie 3-7-2. Cinéma parmi les sorties de la semaine, l'un des premiers dessins animés de Noël, Souris City, l'histoire d'un rat bourgeois qui découvre la vie d'égout. Marie-Jo Jouan, Frédéric Basile. J'adore les films d'aventure et d'amour surtout. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien les gros. Il y a beaucoup d'humour, j'ai bien aimé moi. Moi aussi. Tout ce qu'aiment les enfants, de l'aventure, de l'action, des gros rigolos, de l'humour, il y a de tout cela dans ces égouts de Londres, revisités par les créateurs de Shrek et de Wallace et Gromit.
De tendres tête-à-tête amoureux aussi, chez ces souris totalement loufoques. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit de l'amour, une belle histoire entre un rat des villes et une rate d'égout. Alors, à toi? Elle a la voix d'Emma Decaune. Non, la tienne, banane. Elle est un peu dure à cuire. C'est un peu Eric Tabarly sur son bateau, elle a besoin de personne. Et puis quand elle va voir débarquer ce petit rat très chic des quartiers de Kensington, au début elle le prend pour un rigolo. Et puis... Et puis après, il y avait un tuyau qui s'allumait, à l'intérieur il y avait un rat. Un rat qui adore pousser la chansonnette. Tout comme Lambert Wilson. Au point de départ, ce sont des animaux, mais ce sont des animaux tellement humanoïdes, il est évident que ça parle de nous, ça parle des humains et de leurs travers et de leurs défauts. Bonjour. Toujours en retard, ce Frog. Élégamment en retard, mon ennuyeux cousin anglais. Ce sont les mœurs françaises. The Frog, l'archétype du détective français doublé par Jean Reno en anglais et en français. Oh ouais, c'est la vie. Pour les mêmes. Et le plus difficile sera de résister au chant des limaces charmeuses de Souris City. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, 20h50, équipe médicale d'urgence, 2 épisodes inédits. À demain.